Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Catherine Mathieu, qui est économiste à l'OFCE, de Maxime Sbehi, qui est directeur général de Génération Libre, et de Benjamin Correa, qui est membre des économistes atterrés, co-auteur. Donc c'est votre dernier ouvrage, Benjamin, de Vers une république des biens communs. Et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Un nouvel accord commercial tripartite États-Unis, Mexique, Canada est né cette semaine. L'AEUMC. Donald Trump voulait supprimer l'ALENA, qualifiée de désastre par le président américain. Eh bien, il y est parvenu. Alors, en quoi cet accord est-il si différent de l'ancien? Est-ce une défaite pour Ottawa et Mexico? Une victoire pour Trump? Quelques réactions et on en débat ensuite. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar. Là, on ne pouvait pas imaginer que le gouvernement canadien avait abandonné à ce point-là les producteurs laitiers canadiens. Là. Toutes les concessions qui ont été faites, c'est en production laitière qu'elles ont été faites. Il faut quand même se rappeler que 65 % de nos exportations, 70 % de nos exportations vont aux États-Unis. Mexique, c'est à peu près 80 %. Donc là, c'est une négociation, je dirais, avec le couteau sous la gorge. Et d'une certaine façon, la manière dont le Canada a négocié, c'est, je dirais, pour prendre une formule simple, on a sauvé des meubles. Benjamin Correa, ils ont sauvé les meubles. Finalement, le Canada et le Mexique, ils sont les grands perdants de ce nouvel accord? Non, je ne pense pas ça du tout, moi. Oui, ils ont perdu des choses, mais... Pour le secteur laitier, peut-être? Moi, j'ai vraiment envie de dire que pour l'essentiel, les accords sont reconduits à peu de choses près, sous la forme où ils existaient. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de dire beaucoup de bruit pour rien. Hein, parce que, bon, alors, du côté des Canadiens, certainement sur le lait, et en fait c'est le lait du Québec, donc c'est l'Ontario contre le Québec. Ils n'ont pas l'air contents, hein, oui, entendu. Le Québec, ils ne sont pas contents. Donc c'est le lait du Québec contre les pièces automobiles de l'Ontario. Et donc ça, c'est vrai qu'ils ont perdu là-dessus. Hein, bon, voilà. Mais je ne pense pas que les conséquences seront aussi graves que ce qu'on dit. Ça, là, c'est normal qu'ils fassent un peu monter les enchères. Bon. Côté Mexique, l'histoire des taux de nationalisation, hein, de production des pièces, qui passent de 62,5 à 75%, avec des pénalités quasiment inexistantes si jamais ce n'est pas respecté, parce que c'est plus 2,5 de droits de douane. Moi, j'ai vraiment envie de dire que, comment il s'appelle, Trump a organisé un grand raout autour de tout ça pour reconduire à l'accord qui est modifié à la marge. En plus, le libre-échange est étendu. Hein. Il est étendu à certains services, en particulier les services en ligne, hein, qui autrefois pouvaient être taxés et qui vont l'être beaucoup moins. Bon, donc moi j'ai envie de dire, beaucoup de bruit pour rien, et encore une fois, Trump a fait un raout pas possible pour reconduire un accord quasiment à l'identique. Quelques modifications. Catherine, mais est-ce que ce n'est pas une victoire pour Trump? Parce qu'on voit la méthode tout de même de Donald Trump. D'abord, ce nouveau nom commence par US. Hein, il a voulu mettre les États-Unis dans le nom en premier. Et puis en plus, il a supprimé le libre-échange, hein, dans le nom qui en fait figurait dans l'ALENA. Donc sur le symbole, on est quand même dans une victoire politique de Donald Trump. Il a insulté en plus Justin Trudeau et Pino Neta. Donc, je pense effectivement, oui, que c'est tout à fait une victoire sur la forme, en tout cas pour Donald Trump. Sur la forme, parce que c'est vrai qu'avoir cet accord, on n'a plus le mot libre-échange, effectivement. On a l'accord qui commence par les États-Unis, Mexique, Canada. Et effectivement, cette façon que Trump a de négocier avec les pays individuellement, d'abord avec le Mexique, d'obtenir un accord, puis avec le Canada, d'obtenir un accord. Maintenant, Donald Trump est parti dans des négociations aussi avec la Corée du Sud, avec le Japon. Donc, Donald Trump est en train de dérouler des négociations bilatérales avec tous les pays. Et à chaque fois, je pense qu'il avance ses pions quand même pour que l'industrie américaine s'en sorte mieux qu'aujourd'hui. Alors, moi, je serais quand même... Vous pensez qu'il est quand même plus favorable aux États-Unis, vous, cet oui, accord? je pense quand même, parce qu'en fait, il permet effectivement, en tout cas, pour ce que j'en ai vu, hein, sur l'aspect des pièces automobiles, par exemple, ça va être plus favorable aux États-Unis que l'accord précédent. Ça va quand même aussi avoir un effet peut-être, finalement, qui me surprend de façon assez positive, c'est que maintenant, en tout cas pour le secteur automobile, les fabricants devront avoir des salariés qui sont payés, pour 45% d'entre eux, au moins à $15 de l'heure. Oui, donc il y a aussi des normes en termes de salaire. On ne sait pas si c'est la moyenne de l'industrie ou si c'est le salaire ouvrier. Et il n'y a aucun moyen de contrôle qui est instauré. Je veux dire, il faut partir du fait que
Trump a commencé sa campagne sur le thème, c'est le pire accord qui a jamais été négocié pour les États-Unis. C'est ce qu'il a dit de l'ANA. Et les modifications, elles sont totalement marginales. Maxime Sbailly. Non, c'est sur les $15. Moi, je suis assez négatif là-dessus parce que je pense qu'au final, c'est le consommateur qui risque de le payer. Donc, c'est peut-être pas forcément le meilleur aspect de l'accord. Par contre, je reconnais quelque chose, c'est qu'effectivement, Donald Trump déjà croit au multilatéralisme. C'est quand même quelque chose de nouveau, puisqu'on avait vu avec la Chine, avec l'Union européenne, qui voulait renégocier de manière bilatérale les traités. Là, il est arrivé à un accord avec le Mexique et le Canada. Et finalement, face à la réalité, il peut revenir à la raison. À ces conditions. Oui, à ces conditions. Enfin, le Mexique et le Canada ont des choses à gagner. Après, le grand gagnant, c'est quand même le libre-échange. C'est très bien de voir que le libre-échange est encore en vie aujourd'hui, par les temps qui courent, et que ce marché de 450 millions de consommateurs, finalement, est vivant, et tout le monde y trouve à gagner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ce serait bien que Trump fasse la même chose avec l'Union européenne, qui renégocie les traités de libre-échange avec d'autres pays. Pourquoi pas, finalement? Mais est-ce qu'on ne donne pas raison à la méthode de Trump, qui est tout de même... il a tout de même insulté les chefs de gouvernement mexicains. Après, non, mais alors moi je parle du fond. Sur la forme, effectivement, je suis tout à fait en désaccord avec beaucoup de choses qu'il dit, qu'il fait. Non, mais il casse, et derrière, pour renégocier... Oui, mais enfin, si c'est pour renégocier au niveau économique et pour que le libre-échange puisse être même étendu, moi, je n'y vois aucun problème. Je pense qu'il faut regarder les résultats. Enfin, donc là, c'est le triomphe du libre-échangisme, vous dites. C'est le triomphe du libre-échange et le triomphe, justement, des consommateurs américains, canadiens, mexicains qui vont y trouver leur bonheur. Moi, et c'est quelque chose qui, pour la croissance économique, est le libre-échange. Mais je dirais que... vous dites que ça ne change rien, Benjamin. Oui, c'est ça. Bien sûr. Je dis que Trump, malgré ses... C'était du libre-échange avant, c'est du libre-échange. Oui, bien sûr. Malgré ses gesticulations, il est prisonnier de ses lobbies, et en particulier de son lobby automobile, qui avait absolument besoin de l'accord avec l'Ontario d'un côté, avec le Mexique de l'autre, et c'est ça qui l'a reconduit. Moyennant quoi, comme il est Trump et comme c'est un showman, il a mis en scène des petites modifications marginales. Mais qui vont quand même dans le sens d'améliorer la situation pour les États-Unis. Parce que quand on parle de libre-échange, par rapport à l'accord précédent, l'accord est quand même plus favorable. Plus favorable. Et en plus, on est à un mois des élections à mi-mandat, donc il utilise évidemment... Par exemple, Trump n'a pas mis en scène le fait que l'exception culturelle au Québec est conservée, et que ce qui est un point absolument central pour... Oui, sur l'environnement aussi. Il y a des clauses qui ont été rajoutées que le Canada voulait, donc c'est pas forcément... Donc des clauses plus protectrices que l'ALENA. Comment ? Des clauses plus protectrices de l'environnement du Québec que l'ALENA. Évidemment. Et moi, je dirais que c'est une occasion manquée, parce que je ne vais pas me réjouir du fait qu'on a reconduit cet accord qui a des effets dévastateurs, en particulier pour le Mexique. Bon, je dirais que c'est une occasion manquée parce que... Des effets dévastateurs en termes de inégalité nord-sud pour le Mexique. La zone de la frontière est une zone de trafic de main-d'œuvre. L'ALENA a été pour le Mexique quand même une chance inouïe. Non, pas du tout. Il y a des tas de... le Mexique sur les 10 dernières années. Pour le nord du Mexique et pour l'industrie automobile, oui. Pour le Mexique dans son ensemble, c'est tout à fait une autre histoire. Pour le Mexique dans son ensemble, quand on regarde les chiffres, je veux dire, la croissance mexicaine au cours des 10 dernières années, le taux de chômage, ils ont beaucoup bénéficié des échanges justement avec les États-Unis et le Canada. Absolument pas, où il y a de très nombreuses analyses qui contestent absolument ce résultat-là, excepté pour l'industrie automobile, pour l'industrie mécanique qui est liée à l'industrie automobile, où les bénéfices sont clairs. Pour l'ensemble du Mexique, c'est beaucoup plus discutable. Alors, le seul point que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'était une occasion de rompre avec les règles de l'OMC qui ne disent rien sur les clauses environnementales. Ça n'a pas été fait. Donc c'est une occasion perdue. Alors moi, je ne vais pas me réjouir de cet accord. D'accord. J'ai lu également qu'il y a une disposition qui ciblerait la Chine, peut-être l'avez-vous lu, oui, ça Mathieu, c'est très important. qui fait que ce nouvel accord rend impossible un accord de libre-échange entre ces trois pays, donc les États-Unis, le Mexique et le Canada, et un autre pays qui n'aurait pas donc le statut d'économie de marché. Donc ça voudrait dire qu'on cible la Chine pour que justement la Chine n'envahisse pas ces trois pays. C'est le cas ? De façon indirecte, effectivement, oui, c'est le cas. Effectivement, derrière, il y a quand même bien l'idée, effectivement, de limiter la production des Chinois au Mexique, notamment, de limiter l'implantation des industries chinoises au Mexique. C'est pas effectivement l'affichage qui était le premier annoncé, mais il est là derrière. Donc ça, c'est du protectionnisme. Pour moi, c'est du protectionnisme. Et c'est pour ça, c'est pas du libre-échange. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du protectionnisme régional. C'est-à-dire qu'on disait c'est du protectionnisme national. Trump, ce qu'il fait, en fait, non, il veut régionaliser, on va dire, la mondialisation. Mais si vous êtes pour le libre-échange, vous ne pouvez pas être d'accord
C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il est d'accord pour en fait en faire bénéficier toute la région. Avec l'Union européenne, on a vu qu'ils avaient déposé les armes et que c'était gelé pour l'instant. Mais par contre, le vrai sujet, c'est la Chine. Voilà. Et là, on voit vraiment que le conflit est encore totalement ouvert au niveau commercial entre les États-Unis et la Chine. Conflit ouvert. Il nous reste 3 minutes. Je passe tout de même à l'économie américaine parce que ce sera intéressant. Justement, on peut faire un lien dans ces victoires politiques de Donald Trump. Eh bien, l'une de ces victoires, c'est que bien sûr, il y a une croissance à 4,2% en rythme annuel. Là, les chiffres du chômage sont encore tombés aujourd'hui au plus bas depuis 18 ans, 3,7% de taux de chômage. Enfin, on est vraiment dans du chômage naturel. Donc, c'est quoi? C'est son plan de relance qui a porté ses fruits, Benjamin Correa? Non, la première chose, c'est que la reprise et ses performances qui sont en termes macroéconomiques, parce que on ne va pas dire quelle est la part du gaz de schiste, on ne va pas dire quelle est la part de la production de pollution dans tout ça. On va laisser ça de côté, ce qui est quand même un point important. Ça a commencé avec Obama. Il ne fait que le poursuivre d'une certaine manière. Et il a beau dire « on n'a jamais vu ça », etc. C'était exactement la même chose du plan d'Obama. Mais son plan de relance, du coup, a porté ses fruits, en tout cas à court terme. Son plan de transfert de cadeaux fiscaux, qui est une drogue dure pour Wall Street, et des économistes absolument libéraux disent c'est une folie, parce qu'il a créé une bulle spéculative et on va le payer un jour. C'est une folie? Non, c'est pas une folie. Je pense qu'effectivement, sur les coupes qu'il a fait sur les coupes fiscales et sur une certaine dérégulation... Fiscale sur les entreprises, dérégulation... Quand Trump est arrivé, le cycle économique était déjà très avancé et c'était très difficile en fait, de continuer sur cette lancée-là, avec la Fed en plus qui monte les taux derrière. Donc il y a quand même un effet effectivement de relance qui est en train de marcher, il faut le reconnaître. Catherine Mathieu, ça vous inquiète ou pas? En tout cas pour lui, c'est une victoire politique avant les midterms. Pour le moment, l'économie américaine, c'est une économie, on aimerait bien, si on ne regarde que les agrégats macroéconomiques, avoir ce genre de performance en Europe, effectivement, parce qu'on a une croissance soutenue, un taux de chômage qui est faible. Pour l'instant, peu d'inflation, une banque centrale qui s'apprête à relever ses taux. Alors ça va changer la donne? La Fed va augmenter son taux. La remontée des taux de la Fed, effectivement, ça va être une grande question. Si la Fed le fait modérément, ça pourra aller. Si elle le fait brutalement, on peut avoir un grand retournement de l'économie américaine et mondiale. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur France24.com.